Et salut à tous, salut Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une dernière vidéo sur le phosphore. Promis, après, j'aurai plus rien à dire dessus. Pour voir une dernière réaction, c'est la réaction de Staudinger. Je sais pas exactement comment la caler, parce qu'elle se cale ni vraiment avec Orefux et Bestman et Hera, ni vraiment avec Appel et Mitsinobu en SN2, ni vraiment en Vitig. C'est une réaction un petit peu hybride dans laquelle on va réutiliser bien, des azotes. En même temps, comme ça me permet de compléter avec Basman Aira bien, toutes les réactions que j'ai pu voir dans ma vie pour le moment, dans lesquelles on retrouve des composés azotés. Cette fois-ci, on va voir du N3. Voilà, c'est waouh, un truc un petit peu spécial. Et donc, c'est encore une fois une réaction bien sûr qui va utiliser du phosphore. L'objectif ici, ça va donc être de former alors une amine ou une imine et une énamine. Donc, quand je vous ai dit que ça va recouper tout ce que j'ai pu faire sur l'azote, j'ai pas menti. Donc on va venir passer d'un R avec un N3, comme ça. On va venir ajouter une phosphine. Et l'objectif, ça va donc être ensuite d'obtenir du N2, ça c'est la bonne affaire, plus ce composé-là. Avec une double liaison phosphore Pf3. On voit qu'ici on a un mécanisme un petit peu similaire à ce que j'avais pu dire pour une Mitsunobu ou pour une Appel. À savoir qu'on vient repasser par ce genre d'espèce-là. Alors, sauf que si on avait un oxygène, évidemment, on aurait un super groupe partant juste à côté, puisque du coup, bien sûr, on aurait donc un oxygène chargé positivement avec un truc hyper bon groupe partant. Ici, le problème, c'est qu'on a un azote, donc on a une structure similaire, mais en fait, parce qu'on reconnaît R lié, enfin carbone lié à hétéroatome lié double à phosphore, mais le fait qu'on a un azote, ça fait que on a une affinité un peu moins grande avec le phosphore. Et donc le fait est qu'en fait on va pas simplement avoir ici un carbone électrophile, on va pouvoir faire des choses un petit peu plus intéressantes. Puisque du coup en fait en fonction on va pouvoir par exemple obtenir une amine. Donc si on hydrolyse tout ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Et du coup évidemment obtenir le super composé méga stable qui nous intéresse depuis le début, à savoir OPF3. Mais on va également pouvoir faire une autre chose un peu intéressante. Et cette autre chose un petit peu intéressante, ça va pouvoir être de former une imine. Donc N et puis 1. Je vais mettre R1 et je vais mettre. Voilà. Si je mets bien sûr, du coup, cette fois-ci, un aldéhyde ou une cétone. Ça, c'est également quelque chose d'intéressant, parce que du coup, à partir de là, on sait qu'on peut aller jusqu'à l'énamine, et ensuite l'énamine, ça peut être un moyen de faire des énolates en conditions douces. Encore une fois, ici, l'objectif, c'est de faire des choses essentiellement qu'on peut faire avec des conditions extrêmement brutales, et que normalement on maîtrise déjà en conditions très brutales, donc faire des énolates, et puis créer des liaisons carbone-carbone, un peu comme un bourrin. Toute cette partie-là. Sauf que là, du coup, l'avantage, c'est qu'on le fait de manière très douce. Et ici, ça va être un bon moyen pour former une amine à partir d'un N3. L'avantage, bien sûr, c'est que N3, ce que je n'ai pas écrit là, c'est qu'en fait, c'est un bon nucléophile. Et du coup, former ce genre de truc, c'est assez facile. Vous pouvez juste prendre du N3- et un dérivé halogéné et vous ajoutez tout ça. Je ne vais pas m'intéresser à comment est-ce qu'on forme ça. Mais en gros, c'est-à-dire qu'avec ce genre de réaction-là, on est du coup capable de passer d'un dérivé halogène à une amine, par exemple. Puisqu'on va être capable de passer d'un dérivé halogéné à ce genre de truc en mettant du N3-, et ensuite avec la réaction de Staudinger, on va être capable de passer de ce N3 à cette amine. Okay. Du coup, je vous propose de partir tout de suite sur le mécanisme. Alors, j'ai essayé de me renseigner sur si j'ai des choses à dire en termes d'ébauche de mécanismes intéressants. Potentiellement. Mais le premier truc qu'on va essayer de regarder ici, en fait, ça va être c'est quoi N3 ? Et de manière générale, c'est quoi N quelque chose? Parce que le problème des azotes, c'est que c'est vraiment des atomes de merde. Vous pouvez avoir des enchaînements d'azote à n'en plus vouloir, bon, essentiellement N2 ou N3, et c'est pas chargé, et on vous précise pas ce que c'est en termes de formule de Lewis, et là vous êtes perdu. Donc l'objectif, ça va être de regarder un peu tout ça, parce qu'évidemment c'est pas chargé, mais ensuite qu'on va avoir plein de charges à l'intérieur, hein. C'est toujours le problème, c'est que du coup là vous allez avoir un truc pas chargé et deux trucs chargés, et vos charges globales se compensent, du coup vous avez un N3 tout court. Alors quand vous savez pas trop comme ça, évidemment ça va être linéaire, on se doute que ça va pas être cyclique, parce que je sais pas, l'ozone c'est linéaire, c'est pas cyclique par exemple, donc on peut se douter que N ça va également être cyclique et pas, linéaire et pas cyclique. Bon, ok. Ensuite, à partir de là, on peut se douter que tous nos trucs vont s'enchaîner. Nous, notre but, ça va essentiellement d'essayer de mettre tout ce qu'il peut avec 3 liaisons, et le reste, on va voir. Déjà, on voit que le bonhomme du milieu, il va avoir du mal à avoir seulement, il va avoir du mal à avoir seulement 3 liaisons. Le mieux, c'est qu'en fait, je conseille, enfin moi, c'est comme ça que je retrouve. Je me dis, le premier, je vais lui mettre 3 liaisons, parce que de toute façon, il y en a un des 3 qui ne doit pas être chargé. Donc bon, tant que ce soit lui. Ensuite, à partir de là, je vois que donc lui il a bien tous ses électrons. Ensuite lui, si évidemment je lui mets un doublé, je vais me retrouver un peu embêté parce que du coup je vais avoir une liaison simple NN, donc c'est à dire que ce truc là je vais être obligé de lui mettre beaucoup trop de doublés pour qu'il puisse avoir son octet, donc ça pose des problèmes. Du coup je vais mettre ici une double comme ça et un truc comme ça.
Voilà, je sais pas à quel point l'explication était des plus claires. Mais bon, moi c'est comme ça que je retrouve mon truc. Je me dis que si jamais, une fois que j'ai formé ma double première NN, si jamais je fais pas une deuxième double NN, je vais avoir un petit souci. Parce que du coup, je vais avoir ce truc là qui va être soit qui aura pas assez opté, soit qui sera beaucoup trop chargé. Mais en fait, il y a une forme mésomère en plus de ce bazar là. C'est le fait de se dire, ok, bon, globalement, je sais que je vais finir par larguer du N2, comme là. Du coup, si je finis par larguer du N2, c'est que j'ai globalement une triple vers la fin. Comme ça, le truc de fin est pas chargé. Et à partir du moment où j'ai une triple vers la fin, bon, bah, du coup, mon azote qui est là, il a déjà 4 liaisons, qui est chargé positivement. Du coup, lui, il est chargé négativement, et du coup, j'ai doublé comme ça. C'est d'autres manières de le voir. Dans tous les cas, maintenant, on sait qu'on va venir ajouter du PF3. PF3, on se rappelle que c'est un excellent nucléophile, donc il faut qu'on cherche un excellent électrophile. Globalement, il faut qu'on cherche un azote électrophile parmi ces trois trucs-là. Et en fait, c'est pas clair, encore une fois de fou, mais un azote électrophile, et bah, c'est l'azote du fond. Et ce qui est du coup assez marrant, c'est que l'azote du fond, il est chargé négativement sur une des formes, mésomère, ce qui était rigolo, enfin moi ça me fait rire, d'avoir un truc qui est chargé négativement et qui est quand même nucléophile, mais pourtant je vous assure qu'il l'est. Pourquoi est-ce qu'il l'est? Essentiellement parce que vous pouvez trouver une troisième forme mésomère. Et cette forme mésomère, la dernière promis, que je vais écrire, c'est celle-ci. Et il y a un truc qui doit être chargé positivement, voilà. Alors on est d'accord que c'est pas la forme la plus stable du monde, hein, cette forme-là, parce que du coup vous avez un azote qui est chargé positivement et qui en plus a une lacune. Vous voyez quand même que ce qui est trop bien avec N3, hein, c'est pour ça que les azotes c'est à la fois trop bien et à la fois de la grosse merde, c'est qu'on arrive quand même à passer d'un amidure, donc un truc ultra basique, à un truc ultra électrophile, avec justement des formes mésomères. Donc on peut se douter que là on a un atome qui est putain amphiphiile de malade, donc à la fois nucléophile et à la fois électrophile. Voilà, j'ai pu caler le mot amphiphiile, je me sens intelligent. Bon, malgré tout, nous on sait qu'on a notre super nucléophile, on vient de trouver notre super électrophile, on va donc pouvoir faire taper l'un sur l'autre. PFI3 plus RN3, ça va donc donner par, a priori, je vais juste pour le moment faire une addition nucléophile, ça va donc venir donner ce truc-là. Check. Alors je vais partir de cette forme-là, et je vais simplement ajouter mon phosphore sur la lacune. Alors je vais le dessiner comme ça, vous allez voir que c'est pas anodin. Pourquoi c'est pas anodin de faire ça? Parce que là du coup désormais on a un azote qui est chargé négativement, on a un phosphore qui est chargé positivement, on a du coup vraiment envie de faire ça. Ça y a rien de fou. Et à partir de là on est super content. Comme ça on n'a plus de charge surtout, mais deuxièmement on reconnaît ici qu'on a un cycle à 4. Si vous venez les cycles à 4, on en croise quand on fait des Wittig, et en général ça veut dire qu'on va faire une rétro de plus 2. La rétro de plus 2, ça veut dire que on va essayer de venir casser des liaisons simples pour faire partir deux atomes. Les deux atomes qu'on va faire partir, évidemment, on va dégager du N2. Le N2 ici on l'a quasiment, on a juste à avoir une triple d'une double. Donc moi voilà, j'ai une triple d'une double. Alors du coup ils ont une liaison de trop, donc, du coup on va rabattre celle-là là. Et voilà, on fait une rétro de plus 2 et on a ce qu'il faut. Alors j'ai rajouté que j'ai mis que c'était renversable, en fait ça n'est pas renversable. C'est pas renversable parce qu'on dégage N2. Donc on dégage N2 et puis on va former notre premier truc qui est cool. Super. Super. Bon bah du coup là on a notre première étape de réaction, donc on a ce truc là. Vous voyez que c'était pas méga compliqué. À partir de là, du coup je vais donc voir deux mécanismes différents. Le premier c'est juste pour former une amine, donc simplement une hydrolyse de ce truc là. Et le deuxième ça va être pour former une imine. Alors bon, bah, dans un premier temps, si on hydrolyse, on reconnaît encore une fois, alors j'abuse un petit peu, hein, mais vous voyez qu'on passe d'une double liaison phosphore-azote à une double liaison phosphore-oxygène. Et si on passe d'une double liaison phosphore-azote à une double liaison phosphore-oxygène, ça peut rappeler, encore une fois, des histoires d'acétalisation et de rétroacétalisation. Alors fondamentalement, je suis d'accord, on va pas passer par un acétal, donc c'est pas une acétalisation. Maintenant, ça va être la même mécanique, exactement la même mécanique. D'où l'intérêt d'essayer de faire des analogies entre toutes les histoires qu'on peut croiser en chimurga, parce que là vous voyez que on a quasiment, je sais pas, peut-être vous ça vous apparaît pas évident ou pas clair. Bon, je trouve que ça se comprend plutôt bien. Donc bon bah voilà, hein, donc on a dit qu'on faisait une hydrolyse acide dans ce cas-là. Donc hydrolyse acide, on va faire une rétroacétalisation milieu acide. Donc bah du coup on va commencer par capter, j'ai mis de l'eau, c'était une feinte, on va venir commencer par capter un H+. On va bien faire une acide base. Évidemment, tout est renversable. Simplement, ça va être tiré de manière thermodynamique par la dernière étape, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Mais tout est renversable. Voilà, c'est super. Maintenant, on va venir donc ajouter, faire une addition nucléophile avec l'eau. Évidemment, ou sur le phosphore. Pour venir abattre un doublé.
Du coup là devinez quoi, on a un oxygène qui est chargé positivement. Du coup globalement on va avoir deux acides bases. Une première acide base, on va venir simplement former un OH, et une deuxième acide base dans laquelle on va venir capter ici un H sur notre azote. Moi je vais faire tout ça en une seule étape pour aller plus vite. Parce que bon, autant sur les copies, j'étais partisan de tout réécrire très très bien, autant là, je pense qu'on a compris. Ok, bon bah à partir de là, désormais, il faut qu'on fasse notre élimination. En même temps, nous c'est trop bien parce que du coup, on va pouvoir former notre composé super stable. Boum. Du coup, voilà, bien joué, vous venez de former votre amine. Et il vous reste quasiment ce que vous voulez. Puisque derrière, vous n'avez plus qu'à faire une acide base pour venir reformer. Alors comme ça, vous remettez le catalyseur que vous avez piqué au début dans votre milieu et vous formez votre composé méga stable. Donc voilà, bah, c'est de la rétroacétalisation, il n'y a rien de miraculeux. Globalement, ça va être tiré de manière thermodynamique, même si tout est renversable encore une fois, parce que ce composé-là est super stable. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant, malgré tout, ça peut éventuellement être cool dans des voies de synthèse, parce que du coup, ça nous permet, comme j'ai dit, de passer par exemple d'un dérivé halogéné à une amine en condition douce. Et encore, je le dis comme ça, c'est pas méga intéressant de cet angle-là, parce que le dérivé halogéné, c'est déjà électrophile. Mais bon, si je réfléchissais, je pourrais sûrement trouver des exemples où c'est encore plus intéressant. Là, j'en ai pas, je vais pas m'étendre dessus. Mais bon, ça reste un truc de synthèse intéressant. Okay. Et enfin, du coup, on peut également donc former à partir de ce composé-là, et bien du coup une imine. Alors une imine, je rappelle, c'est un truc qui ressemble à ça. Le gros avantage de ça, c'est que ça peut assez naturellement évoluer en énamine, simplement par tautomérie. Et le gros avantage de l'énamine, c'est que c'est globalement comme un énolate, sauf que du coup ça se fait en condition douce, et donc vous n'avez pas à mettre une base forte de gros bourrin. Voilà, donc je CF, bien sûr, la vidéo que j'ai fait sur les azotes en chimie organique si vous voulez plus de détails. CF vidéo azote. Et donc je fasse un petit peu de vidéo azote. Ok. Bon, malgré tout, en fait on va donc former ce genre de choses là. Alors on se rappelle que du coup on part donc, du composé qui nous intéresse, à savoir ce truc là. Et que je rajoute, alors je vais mettre un R2 ici, parce qu'on voit que c'est ce qui va rester ici sur notre azote. Et je vais mettre donc mon aldéhyde. Ok, bon bah encore une fois, globalement, on va venir essayer de couper la double liaison carbone-oxygène, et de venir couper la double liaison azote-phosphore pour venir reformer la double liaison azote-carbone et venir reformer la double liaison oxygène-phosphore. Devinez quoi, on retrouve des histoires de addition de plus 2, rétroaddition de plus 2. Donc on va de nouveau avoir addition de plus 2. Vous voyez que c'est toujours des mécaniques qu'on retrouve. Là, on a encore une fois des histoires de double liaison qu'on veut couper et reformer différemment, parce que du coup, on la coupe là, et on reforme le truc du haut avec le truc du bas ici, et le truc du bas avec le truc du haut là. Donc vous voyez qu'on a vraiment ce genre de mécanique, et du coup, c'est cool d'essayer de repérer ce genre de pattern, et de se repérer que dans ce genre de cas, c'est toujours addition de plus 2, rétroaddition de plus 2. Évidemment, ça vous permet d'avoir des cadres très intéressants. Donc, on va avoir un sac attaque là, sac attaque là. Trop bien, on va donc venir passer par... Alors, des trucs qu'on verra pas souvent. Voilà. C'est un carbone ici, pardon, tout pour moi. Ok. Sur cet azote, on a R2. Sur ce truc, on a PFI3. Et sur le carbone qui est lié à l'azote, on a un truc comme ça, R. Ça, c'est le carbone. Je sais pas, non, c'est un carbone. Je veux dire que c'est un carbone. Je veux dire que c'est un C. Ça, c'est le carbone qui est là. C'est lui. Ok, et puis bon, bah après, du coup, on fait la D plus 2, que je le fasse dans le bon sens. Voilà. Donc, rétro 2 plus 2. J'aimerais bien détailler un peu plus, mais c'est essentiellement des choses qu'on a déjà vues. Donc bon, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire que, encore une fois, conférer. Merde, j'ai mis. Non, c'est bon. Que juste conférer à ce qu'on a déjà fait, quoi. Et tchoc. Encore une fois, donc j'ai mis limine E, donc c'est-à-dire avec les deux groupes très volumineux R et R2 en opposition, puisqu'a priori tout est renversable. Et donc on va finir par obtenir le produit le plus stable, à savoir le produit thermo. Voilà, super. Donc on obtient une limine. À partir de là, encore une fois, CF la vidéo azote si vous voulez la suite de ce qu'on peut faire avec ce genre de truc. Essentiellement passer par des énamines et puis énolater tout ça. Enfin plutôt énaminer tout ça, et ensuite hydrolyser pour reformer un aldéhyde. Ok, super, bon voilà, c'était la dernière réaction sur laquelle je voulais revenir, c'était Staudinger. Vous voyez qu'essentiellement c'est encore que des trucs qu'on fait, on commence vraiment, là, je sais pas, 5-6 vidéos de Shinorga que j'ai tourné récemment, on commence vraiment à retomber toujours un peu sur les mêmes choses.
des histoires de rétrosatellisation, des histoires de double liaison qu'on casse, qu'on reforme, donc c'est des additions et rétroadditions, et puis bon, ce genre de trucs c'était un peu moins clair, mais en fait encore une fois des additions et des rétroadditions, donc vous voyez que c'est toujours ce genre de choses qu'on va croiser, en tout cas que ça se croise souvent. Ok, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Du moins, c'est tout ce que j'avais à dire sur le phosphore, donc c'est la fin de cette série sur le phosphore. Voilà, si jamais vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je verrai peut-être pour continuer ça un jour si je continue de croiser les phosphores en chimie orga. Évidemment, le prochain chapitre, ce serait les phosphores en tant que ligand dans la chimie des complexes métalliques. Mais bon, j'ai pas du tout prévu de faire des vidéos à ce niveau-là parce que je pense pas avoir de choses très intéressantes à raconter. Voilà, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis sur ce, du coup, moi je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!